Il est professeur à la School of Oriental and African Studies à Londres, où il donne des études du développement et des relations internationales. Mais parmi ses collaborations avec l'Institut Marcel Lippmann, je peux par exemple citer le fait qu'il a tenu la chaire de notre institut, la chaire Lippmann, en 2003-2004, et qu'il a également collaboré avec notre institut en éditant le livre qui correspond à la correspondance entre Ralph Miliband et Daniel Lippmann, qui s'appelle Le dilemme israélien, débat entre juifs de gauche, et donc dont il a rédigé également la préface et la postface. Et ceci étant, Gilbert est également un auteur remarquable de nombreuses publications et surtout de remarquables livres. Il a publié Le choc des barbares, L'Orient incandescent, La guerre des 33 jours en 2006 et conjointement avec Noam Chomsky, La poudrière du Moyen-Orient. Il a publié récemment un livre qui a été considéré comme vraiment extraordinairement intéressant. C'est le livre Les Arabes et la Shoah, qui a paru en 2011. Ce livre a été considéré comme une œuvre érudite et historiquement importante, corrigeant les nombreuses erreurs ou distorsions historiques introduites à cause du caractère polémique et orienté de nombreuses études. Ainsi, Gilbert montre à quel point le conflit est marqué par la confrontation de deux narratifs opposés, celui mis en place par les Arabes face à la Shoah et celui utilisé par les Israéliens pour légitimer leur politique par la Shoah, tout en méconnaissant le rôle de la Nakba. Donc, ce livre, évidemment, porte sur ce problème, et nous avons donc le plaisir aujourd'hui de lui laisser la parole sur ce travail. Voilà, Gilbert, je t'en prie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci aux organisateurs, organisatrices, en particulier Mathéo et Francine, avec qui j'ai dû correspondre pour ma présence ici. Et mes excuses pour être arrivé en retard, mais on était engagé dans une discussion fort intéressante et j'ai pas vu du tout... bon, mes excuses. Hein. C'est pas dans mes habitudes, mais ça arrive. Bien, je voudrais faire une petite remarque juste au départ. Je pense qu'il y a un thème qui manque dans ces deux journées, qui est, enfin, autant je disais à l'instant, tout à fait pour discuter des passerelles qui peuvent exister entre antisionisme et antisémitisme. Je crois que quand on parle de ces choses-là, il faut aussi parler de celles qui existent, ou des rapports qui existent entre sionisme et antisémitisme. Hein. Je crois que c'est une dimension de la question qui est très importante et qu'il aurait fallu, à mon sens, intégrer. Ça aurait dû faire l'objet au moins d'une communication dans ce colloque. Bon, ça c'est une petite remarque préliminaire. Bien, alors, bon, parler d'antisémitisme dans le monde arabe, bien entendu, ça appelle un commentaire préalable, qui est celui, évidemment, de la définition du terme antisémitisme. Je ne veux pas dire par là, je ne veux pas me référer par là à la réponse ou au commentaire qui est, bon, très peu convaincant, qui consiste à dire les Arabes ne sont pas antisémites puisqu'ils sont sémites. Hein, c'est donc prendre la notion d'antisémitisme dans son sens premier, celui que traduit l'expression même. Mais je veux plutôt me référer là au fait que le terme antisémitisme est un terme qui naît au XIXe siècle dans un contexte particulier de théorie raciale, hein, et que ce n'est pas la même chose, ou ça serait anachronique. C'est anachronique. On a tendance maintenant à projeter le terme, par exemple, sur le Moyen-Âge ou sur des formes
d'hostilité aux Juifs ou de haine des Juifs ou de judéophobie, parce que ce terme pourrait être dans ce contexte plus approprié, qui sont de nature différente. Bon. Donc, déjà, on est confronté avec un thème comme antisémitisme dans le monde arabe à la question de savoir qu'est-ce qu'on entend par antisémitisme. Est-ce qu'on prend le terme au sens strict qui relève du racisme dans ses formes modernes, ou au sens dilué d'hostilité donc religieuse, traditionnelle, aux Juifs, de judéophobie. On va retrouver la même ambiguïté d'ailleurs dans par exemple l'expression assez récente d'islamophobie, qui peut recouper plusieurs types d'attitudes qui vont du racisme pur et dur à des formes d'hostilité religieuse, enfin, au contenu religieux, qui peuvent d'ailleurs se prévaloir, disons, de valeurs politiques fort différentes. Bon. Donc on a ce genre de problème. Maintenant, pour prendre le terme au sens large, dans l'acception large donc de judéophobie ou d'hostilité aux Juifs, enfin, l'islam, d'un point de vue, disons, comparé au christianisme, il est indiscutable que les rapports de l'islam par rapport au judaïsme étaient, dans l'ensemble, bien moins violents que ceux du christianisme avec le judaïsme. Il est difficile de nier cette grande différence qui se traduit par le fait que l'exode des Juifs d'Espagne se dirige vers le monde de l'islam, que ce soit de l'Afrique du Nord jusqu'à la Turquie, et qui va servir de refuge. Donc c'est un aspect bien connu de cet aspect-là. Et ça contribue d'ailleurs, puisque l'expulsion des Juifs d'Espagne est aussi une expulsion des musulmans d'Espagne. Ça contribue à asseoir l'image d'un judaïsme qui appartient plus au Moyen-Orient qu'à l'Europe et qui est ostracisé par l'Europe chrétienne. Et c'est une dimension de la chose. Donc en ce sens, c'est plus le christianisme occidental, le catholicisme et ses dérivés, qui sont perçus comme représentant l'autre, du côté musulman, du côté du monde arabo-islamique, historiquement parlant. Vous avez aussi le fait que l'islam est la troisième des grandes religions abrahamiques ou monothéistes, et qui donc reconnaît les religions précédentes comme des religions révélées. Or, ce n'est pas du tout l'attitude de chacune de ces religions par rapport à celles qui viennent après, et qui sont des impostures. Que ce soit le christianisme et l'islam pour le judaïsme, je parle là de la théologie, ou en tout cas d'antan, ou l'islam, bien sûr, pour le christianisme. Par ailleurs, la charge virulente du christianisme vis-à-vis du judaïsme, malgré l'acceptation de l'origine révélée de la religion, elle est liée, bien sûr, à la notion de peuple déicide, qui est une notion qui n'est pas véhiculée par l'islam. Donc tout cela pour dire que, historiquement parlant, avant notre époque, disons, avant le XXe siècle, il n'y a pas une particularité anti-juive de l'islam. Il y a bien sûr une charge anti-judaïque dans le corpus islamique, mais de même qu'il y a une charge anti-chrétienne, c'est les bonnes polémiques entre les trois religions, et il y a quand même une distinction entre ces religions-là et les religions, et les autres religions, les religions non monothéistes, et qui, elles, sont considérées comme, ou de manière beaucoup plus négative. Bien. Et cela aussi va peut expliquer aussi pourquoi il y a un rôle particulier des chrétiens
du monde arabe dans le message, dans le discours judéophobe, hein, quand on passe au XXe siècle, avec, en même temps que monte l'antisémitisme en Europe. Eh bien, pour prendre un exemple, on a les protocoles des sages de Sion. Le premier traducteur, c'est pas étonnant, est un chrétien maronite. Donc l'Église catholique, hein, c'est cette hostilité aux Juifs déicides, etc. Donc on voit là cette particularité. En même temps, il faut dire que c'est un texte qui connaît une diffusion très restreinte, très réduite, jusqu'en 1948, jusqu'après 48 et tout le reste. Et ça, c'est une indication qui recoupe également une autre très importante pour montrer comment un certain discours antisémite va être repris au sein du monde arabe et islamique. J'ai, dans le livre qui a été cité, Les Arabes et la Shoah, montré comment cette appropriation du discours antisémite européen a eu lieu avec le théoricien de l'intégrisme islamique moderne, dans sa forme moderne, qui est d'origine syrienne, quelqu'un qui a vécu en Égypte, qui s'appelle Rachid Rida, et qui, à la fin du XIXe siècle, est toujours dans cette attitude de considérer les Juifs comme des Orientaux, même ceux qui sont en Europe, contre une Europe perçue comme chrétienne. Au moment de l'affaire Dreyfus, il prend en fait les causes pour Dreyfus, pour les Dreyfusards. Il s'en prend à ces chrétiens qui attaquent nos cousins les Juifs. Il est sur une attitude de ce type. Et on parle bien, dans l'affaire Dreyfus, c'est la toute fin du XIXe siècle. Et alors on va voir s'opérer un changement radical dans son attitude, mais ça sera au cours des années 20. Sa première réaction à la déclaration de Balfour au début de la colonisation sioniste, c'est d'essayer de prendre langue avec le mouvement sioniste, leur représentation au Caire, pour les convaincre d'abandonner leur projet et de venir en tant que réfugiés. Vous êtes les bienvenus, mais n'essayez pas de créer un État sur notre territoire. Et ce n'est que quand les rapports en Palestine entre Arabes et Juifs vont s'envenimer qu'il va virer complètement. Et à la fin de la décennie, à la fin des années 20, il reprend l'intégralité du discours antisémite qu'il accommode à la sauce islamique. Et je parle de discours antisémite, je veux dire, enfin, le discours antisémite européen, hein, jusqu'à, vous savez, le grand complot juif avec Rothschild d'une part et Rosa Luxembourg de l'autre, communisme, capitalisme, tout. Bon, ça n'a rien à voir avec le corpus islamique, avec l'héritage islamique, quoi que ce soit. C'est une reprise du discours antisémite européen, en l'accommodant, comme j'ai dit, à la sauce islamique, en utilisant les éléments dans le corpus islamique, les éléments anti-juifs, et en faisant de tout cela un discours qui, évidemment, de toute évidence, est en lien direct avec l'hostilité au mouvement sioniste, et à l'avancée du projet sioniste dans sa réalisation. Donc, je veux dire, cela montre bien comment l'hostilité aux Juifs va monter dans le monde arabe en fonction du projet sioniste, de la réalisation du projet sioniste, et donc de la fondation ultérieurement de l'État d'Israël. Hein. C'est cela qui va créer cela. Et comme le dit quelqu'un qui est au-dessus de tout soupçon et d'antisémitisme et d'islamophilie, c'est Bernard Lewis, qui dit que, qui fait la distinction, qui dit que pour les chrétiens antisémites, je le cite, le problème de la Palestine est un prétexte et une occasion de défouler
leur haine, pour les musulmans antisémites, c'est la cause. Hein. C'est la cause, c'est-à-dire, ce qu'il veut dire, c'est que l'antisémitisme dans le contexte islamique est un produit du problème de la Palestine, contrairement à ce qui est le cas de l'antisémitisme chrétien, qui d'ailleurs est bien antérieur, y compris antisémitisme au sens strict du terme, bien entendu, bien antérieur à l'État d'Israël. Et d'ailleurs, bon, je vous apprends rien en vous disant que le projet sioniste lui-même est né en réaction à cette montée de l'antisémitisme en Europe. Bien, bon, il faut se garder, en parlant de tout cela, d'une interprétation occidentale, hein, et je dirais donc ethnocentrique y compris, du discours sur les Juifs, d'un certain discours sur les Juifs, en tant que catégorie. C'est-à-dire, on a l'habitude, c'est un bon réflexe, quand on entend parler des Juifs, hein, dans un discours occidental, d'entendre une sonnette d'alarme, c'est tout à fait normal. Mais il faut garder à l'esprit que dans le contexte du conflit palestinien, on a une Palestine coloniale dans laquelle il y a arabes et juifs, c'est les catégories utilisées, hein, au sens ethnique, donc comme on dit les arabes, on doit dire les juifs, et on a un État d'Israël aussi où il y a arabes et juifs, y compris parmi les détenteurs de la citoyenneté. Et on est confronté, dans ce conflit-là, à un État qui se proclame État juif et qui vient de faire passer une loi récemment qui voudrait confirmer cette identité-là. Et donc, on est dans un contexte très différent. Et je crois que c'est un problème crucial dans ce contexte-là, d'une certaine lecture ethnocentrique occidentale, hein, de ce qui peut se passer au Moyen-Orient et de lire le Moyen-Orient à la lumière de l'histoire européenne, hein, à la lumière d'un certain héritage de l'histoire européenne. Je crois qu'il faut bien mettre en contexte ce qui se passe. Et de ce point de vue-là, bon, je dois dire qu'en ce qui concerne la distinction entre sionisme et judaïsme, c'est une distinction qui faisait partie de la tradition de la gauche et des libéraux dans le monde arabe jusqu'aux années 70, avec le rôle d'intellectuels, hein, qui, informés sur la question, qui jouent un rôle éducateur sur cette distinction nécessaire entre sionisme et judaïsme. Dans le contexte de l'intégrisme islamique, comme tout intégrisme religieux, il y a une charge là beaucoup plus virulente, notamment avec le type d'intégrisme islamique d'inspiration wahhabite, enfin qui relève du type d'islam qui sert d'idéologie officielle dans le royaume saoudien et qui a connu une forte expansion de son influence dans la région à partir des années 70 et des années 80 en particulier, jusqu'à des pointes extrêmes telles que Daesh. Mais alors là aussi, ne voir que l'antisémitisme de ces courants, c'est encore une vision, je dirais, ethnocentrique. Parce qu'ils sont autant, sinon bien plus, en fait, on parlait du fait que, paraît-il, moi je n'ai pas vu ça, on me disait tout à l'heure que la publication en langue française de Daesh sur plusieurs numéros, il n'y a rien sur les juifs, hein, d'antisémites. Bon, mais en tout cas, l'antisémitisme fait partie de leur bagage. Mais ils sont beaucoup plus violemment anti-chiites contre une autre secte de l'islam. Ils sont autant anti-chrétiens, hein, et sans parler des yazidis, hein, qui ont fait l'objet d'un génocide. Donc, réduire tout cela à la seule dimension antisémite dans leur discours, et qui en plus porte moins à conséquence dans la mesure où ceux à qui s'en prennent ne sont pas juifs sur le terrain, mais soit chiites, soit yézidis, soit autres, eh bien c'est également
eh bien, un panneau dans lequel beaucoup tombent, hein, enfin, de ce type d'ethnocentrisme. Et de même, il y a une différence majeure à faire entre les expressions antisémites qu'on peut trouver, par exemple, chez des Palestiniens d'aujourd'hui et l'antisémitisme européen. L'antisémitisme européen est fondé sur un fantasme de domination juive. Les expressions antisémites qu'on peut trouver chez des Palestiniens ou des Arabes font référence à un État oppresseur qui se proclame État juif. Ben, c'est quand même une différence absolument fondamentale. Et mettre les deux sur le même plan, c'est complètement brouiller les pistes, y compris sur l'antisémitisme européen. Le monde arabe, dans sa très grande majorité, l'opinion publique arabe, fait cette distinction, et fait la distinction entre juifs qu'il considère critiques d'Israël, qui sont bien vus, et les juifs sionistes. Par exemple, Bruno Kreisky, hein, pour donner un exemple, était une figure positive. C'était Arafat traité comme ami, etc. Sans parler de gens beaucoup plus engagés du côté palestinien. Aujourd'hui, les gens voient la différence entre l'attitude, par exemple, d'un Bernie Sanders aux États-Unis et d'un Jared Kushner, par exemple, le grand copain de Netanyahou. C'est pas la même chose. Les gens font la distinction. Et donc, dans le fond, ce que je veux dire, c'est que l'antisémitisme au sens strict et raciste du terme est relativement marginal. Dans le monde arabe, il y a une hostilité plus diffuse aux juifs qui est plus répandue, et en particulier chez les intégristes dans le courant intégriste, et chez une frange, mais alors c'est une petite frange ultranationaliste. Et il y a des modalités qui sont liées à une véritable ignorance. Et là, en particulier, je me réfère au négationnisme. Le négationnisme, il y a... Enfin, je dirais, la grande majorité de ceux qui peuvent répéter des propos négationnistes dans le monde arabe le font avec une ignorance crasse des choses. Il n'y a pas d'éducation. Alors là, c'est le problème des régimes arabes et le problème du silence maintenu sur ces questions-là. Il n'y a pas d'éducation et il y a des gens qui croient de très bonne foi, si vous voulez, à ces... Encore une fois, ce n'est pas la même chose que la démarche des négationnistes européens qui relève, à mon sens, de la pathologie. Hein? Un négationniste en Europe, ça relève de la pathologie. Ça relève de la psychologie. Tandis qu'un négationniste du côté palestinien-arabe, c'est quelqu'un qui voit l'usage fait par l'État d'Israël de la Shoah et qui en arrive à prêter l'oreille à ceux qui disent mais c'est des exagérations destinées à, eh bien, n'est-ce pas, exercer une forme de chantage sur les Occidentaux. C'est pour ça que vous avez, par exemple, eu un grand succès d'un personnage qui, pourtant, lui, est fils de rescapé de la Shoah, qui est Finkelstein. Hein, et il est très populaire dans le monde arabe. Mais parce qu'il a eu son livre sur l'industrie de l'Holocauste que vous connaissez, avec ce qu'il a pu dire, avec des exagérations à mon sens, mais ça c'est un autre débat, sur cette industrie, comme il l'appelle, de l'Holocauste, cette exploitation de la Shoah. Donc, et pour conclure, parce que je crois que le temps est passé là, il faut garder à l'esprit cette question de l'ethnocentrisme et les deux poids, deux mesures que pratique un certain ethnocentrisme sioniste israélien et occidental. Hein. Et alors ça fonctionne beaucoup à sens unique, comme celui d'être à l'affût de la moindre expression antisémite dans le monde arabe, et évidemment d'ignorer complètement le racisme anti-arabe et l'islamophobie en Israël, par exemple, hein, qui est un fait, y compris institutionnel. On traque l'antisémitisme chez les Palestiniens opprimés, sous occupation, qui sont sommés, n'est-ce pas, de reconnaître
la tragédie de ceux qui les oppriment, mais on ne dit rien de l'attitude de ceux qui les oppriment et de leur négation de la tragédie qu'ils ont, à toute proportion gardée. Je ne fais pas de comparaison, mais ce sont des tragédies. Je ne rentre pas dans la... Enfin, j'ai écrit là-dessus de longues pages. Bon, mais je veux dire, c'est une attitude qui est tout à fait caractéristique et qu'il faut, enfin, dont il faut être conscient et qu'il faut toujours... C'est-à-dire, moi, face à ce genre de choses, je n'ai pas d'attitude défensive. J'ai une attitude, parce que j'ai aucun complexe et rien à me reprocher sur ce terrain-là, j'ai une attitude de contre-offensive. Hein. C'est-à-dire que, bon, avant de parler de... Bon, c'est ce que j'avais dit, par exemple, à Yadiot Aronot, qui, maintenant, je dis, OK, le négationnisme chez les Palestiniens, c'est la négation d'un génocide qu'ils n'ont pas perpétré. Le négationnisme officiel de l'État d'Israël, c'est la négation d'une épuration ethnique, c'est pas un génocide, mais c'est une épuration ethnique, que l'État a perpétrée. Alors qu'est-ce qui est plus grave? Bon. Bien, je termine là, simplement, on insiste aujourd'hui, avec Netanyahou en particulier, avec le glissement continu vers l'extrême droite du gouvernement israélien, de l'État d'Israël, eh bien, on est à un summum de l'instrumentalisation et du déploiement à géométrie variable de l'accusation d'antisémitisme. Hein, ça n'a jamais atteint des proportions pareilles. Et c'est tellement en géométrie variable que dans l'attitude de Netanyahou, l'amitié avec Orban, avec Trump et tout ce qu'il y a comme antisémite autour de lui, et qui en arrive jusqu'à l'exonération de Hitler lui-même, sur la responsabilité de la décision de la solution finale, tout cela pour concentrer le tir sur les Palestiniens et sur l'Iran, eh bien je crois que là on est tombé très très bas. Ça signale un changement de fonction de la lutte contre l'antisémitisme, qui est à l'origine une lutte de gauche avec une défense de valeurs de gauche, défense de l'émancipation, et qui maintenant est utilisée par certains comme justification de l'oppression. Voilà, quelques réflexions là-dessus. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette...